Le plus à droite, Renaud Lemaire. Bonjour. À côté, Elsa Brandt. Salut. Tony Valent. Bonjour. Vandra. Wana. Et Nicolas David. Bonjour. Alors moi je m'appelle Frédéric Tout-le-Monde, j'habite au Japon. En fait je suis éditeur au Japon de bande dessinée franco-belge et aussi un peu de manga. J'ai la chance de publier en japonais le jeune homme ici, là, Tony Valent pour son Radiant, et de découvrir et de connaître un peu mieux donc ses homologues français. Je suis très heureux d'être là parmi vous et très honoré surtout d'animer cette rencontre. Je vous propose qu'on commence tout doucement avec Renaud. Pour que Renaud, est-ce que tu pourrais nous parler un peu de ton œuvre Vite fait alors. de ce pavé que tu viens de sortir, qu'on a vu en librairie, le tome 15 de ta série Dreamland. J'aimerais que tu nous présentes un peu Dreamland rapidement. Dreamland c'est un petit manga édité chez Pika Édition. Donc je suis au 15e tome là. Et voilà, je fais ça depuis, ça a été édité en 2006 et l'aventure continue. Donc c'est un petit trip sur le monde des rêves. Je suis pas le meilleur à expliquer parce qu'on comprend jamais rien, mais voilà, c'est allez sur Wikipédia, il y a un très bon Wikipédia sur Dreamland qui explique bien les choses. D'accord, donc pas de pitch sur Dreamland, c'est sympa. On peut quand même dire que il y a quand même un monde fantastique et un monde réel. Ah oui, On ouais. peut essayer de développer un minimum quand même. Hein. Ah d'accord, mais je savais pas si, parce que sinon moi je prends un quart d'heure, tu vois. Non, tu prends juste 3 minutes pour nous Ok. parler de ta série, s'il te plaît. Oui, mais en fait le délire c'est on suit les héros dans le monde réel, donc ils sont comme vous et moi, et puis le soir quand ils rêvent, ils vont dans Dreamland, où là il se passe gavé d'aventures. C'est travailler sur le monde des rêves, ça permet de faire ce qu'on veut. Donc je peux faire les créatures, la mythologie que je veux, donc c'est un peu ça, c'est de ce que les lecteurs me disent, ce qui est cool, c'est qu'on a le côté aventure, un peu One Piece, que tout ça. Et en même temps, il y a le côté français, parce que moi, mes héros, ils sont français, ils sont montpelliérains. Et donc, il y a ce petit côté, les héros passent le bac et tout. C'est bien là, non? T'es pas mal, t'es pas mal. Alors, petite question, quand même, une des spécificités de ton œuvre, c'est que ça se passe à Montpellier. Hein, je crois que c'est une ville que tu connais bien. Je suis montpelliérain. Donc forcément, je suis pas forcément si love de ma ville, tu vois. C'est juste que la logique, quand tu dessines un truc que tu veux ancrer un minimum dans la réalité, tu dessines les décors que tu as sous les yeux. Donc c'est même pas, tu vois, un truc qui était genre à mettre en avant pour le manga français, faut que ça se passe en France. Moi, tu regardes mes BD depuis que j'ai 12 ans, ça se passe en France. Donc voilà, j'aurais été lyonnais, ça se passerait à Lyon, tu vois. Voilà. Quitte à dessiner des décors qu'on connaît, je dessine ceux que j'ai sous les yeux. Mais là, c'est bien parce que Dreamland, il y a un côté réalité. Après, on peut très bien faire un monde fantastique et se lâcher et tout. Mais comme il y a ce côté réel, je trouvais ça logique de dessiner les rues que j'ai dans ma ville, quoi. D'accord. Donc on a une histoire réelle à Montpellier et une histoire fantastique dans le monde de Dreamland, qui est un peu un monde infini. On est à 15 tomes, on a l'impression de ne pas en avoir fait 10%. Est-ce que tu peux nous parler de ces 15 tomes, de ce 15e tome? C'est quand même 350 pages, hein. C'est pas un petit tome. C'est vrai, alors en fait j'écris comme j'ai envie. Et c'est que le tome 15, ça fait déjà 2 ans que je sais que ça va être un gros pavé parce que ça raconte... j'ai pas envie, et je pense que c'est ce que tous les autres auteurs diront, c'est qu'on se sert du format manga, mais on n'a pas envie de rentrer dans le carcan shonen à la Jap avec des arcs à rallonge et tout. Donc moi j'avais annoncé une grande guerre et il était hors de question de partir en mode arc sur 3-4 tomes. J'avais envie que ce soit un gros pavé, donc un one-shot. Donc c'est pour ça que le 15, on commence... Je raconte le début d'une guerre et la fin. Donc c'est pour ça que le storyboard, il faisait 336 pages, il n'en faisait pas 335. Il fallait pas que ça sorte en 2 tomes. Je voulais que le lecteur, parce que moi je suis aussi lecteur, que vous sentiez le pavé, quoi, en fait. Et comme Dreamland, c'est quand même un truc assez déjanté, assez léger dans l'univers. Comme là, je racontais une guerre avec... c'est une guerre, quoi, avec tout ce que ça implique. Il y a un propos assez dark, assez... pas forcément ce que j'ai sur les 14 autres tomes. Donc du coup le 15, voilà, il était obligé comme ça. Donc ça fait 2 ans qu'on travaille avec Pika parce que c'est moi qui ai voulu que le tome soit à moins de 10 €. Parce que il fait 336 pages et il y a 32 pages couleur. Donc t'en parles 2 ans avant à ton éditeur parce que tu lui dis pas quand même. pour qu'il fasse des devis et tout, parce que tu dis pas à ton éditeur dans 6 mois je vais faire 400 pages mais j'aimerais que ça coûte 4 €. Ils vont dire t'es gentil, mais non.
Donc du coup, ça fait 2 ans que je dis, bon, je vous préviens, le tome 15, ça va être un Golgoth. Et comme c'est pas un mode collector, tu vois, le 15, il est comme ça. Il doit être accessible à tout le monde. Donc je voulais pas que le ptio qui achète son tome 14 à 6,95, il se retrouve avec un tome 15 qui devrait payer 12 €, alors que c'est ce que ça vaudrait. Tu achètes un manga de ce type à 12 €, c'est pas de l'arnaque, tu vois. Mais donc je voulais vraiment pas que le jeune lecteur soit vraiment dérouté. Donc il est à 8,95, donc gros effort de Pika. Donc merci parce qu'il est super bien imprimé. Donc faut en profiter, faut se jeter dessus. Ouais, c'est bon, faut si on a envie en même temps. Voilà. Il est un peu lourd dans le sac quand même. Hein. Ouais. Elsa, est-ce que tu peux nous présenter ta série Save Me Pity? On va mettre la petite diapo qui va bien. Hop, Save Me Pity. Save Me Pity, c'est une histoire complètement barrée, complètement loufoque, qui se passe dans la mythologie grecque, où je me sers un peu de tout ce qui existe, la pitié, les héros, les dieux, les monstres mythologiques, qui vont avoir des aventures complètement barrées. Et en gros, au début de l'histoire, Pity va repousser les avances du dieu Apollon. Et comme dans l'histoire de la guerre de Troie avec la princesse Cassandre, Apollon ne va pas apprécier d'être rejeté, et du coup, il va lancer une malédiction sur Pity. Pity va voir les catastrophes arriver, mais personne ne va jamais la croire. Suite à ça, il y a un poulet qui arrive et qui lui dit « Écoute Pity, j'ai un fils caché que j'ai eu hors mariage et qui va devenir un héros. Sauf qu'il a la poisse, il attire lui aussi toutes les catastrophes, donc j'ai besoin que tu l'aides à survivre un petit peu. » Et donc le poulet, c'est pas vraiment un poulet, c'est un dieu qui s'est métamorphosé pour passer incognito. Super. Pour le côté humoristique, tu mets ton histoire dans un univers donc mythologie grecque, mais truffé de blagues assez contemporaines. Comment tu travailles ça? Est-ce que c'était quelque chose qui, dès le départ, te motivait sur le projet? Est-ce que dès le départ, tu avais cette envie de faire quelque chose de très humoristique Oui. En fait, moi, ce que j'aime, mon auteur préféré, c'est Rumiko Takahashi. Donc, c'est Ranma 1,5, c'est Lamu, c'est Maison Ikoku. Donc, c'est vraiment un humour totalement absurde, complètement foufou. Et même hors manga, j'aime Gottlieb, j'aime Fmur, j'aime Fred. Voilà, c'est ce genre d'histoire qui me plaît, qui m'amuse et que j'ai envie de raconter. Donc, c'est sur fond de mythologie parce que j'aime aussi beaucoup la mythologie, mais ça aurait été sur un autre univers. Je pense que j'aurais surtout gardé l'humour et ma façon de raconter les histoires. Ok, merci beaucoup. Tony, tu nous fais un petit pitch de Radiant? Ouais. Radiant, c'est un shonen manga dans l'univers de la sorcellerie, donc c'est plus orienté fantasy et mais vraiment dans la veine des shonen que j'aimais bien lire avant dans l'esprit, genre Dragon Ball, Naruto, puis même One Piece maintenant. Et ça raconte l'histoire de Seth, le héros, on voit avec les cornes, qui va chasser des monstres dans son univers et qui va être en même temps pourchassé par une faction qui s'appelle l'Inquisition. Donc c'est une manière un peu de mettre en scène, on va dire, le rapport à la différence, puisque lui est différent, il a des cornes, et tous les infectés, tous les gars qui sont un peu des sorciers sont tous un petit peu différents. C'était ma manière, dans un univers que j'aimais bien, de raconter un petit peu un sujet qui m'importait, quoi. Parmi ces sujets, on trouve quand même... Alors c'est un manga qui est... C'est du pur shonen, avec beaucoup d'action, pas mal de blagues, mais quand même des thématiques assez straight, assez directes et sérieuses. Hein. Tu parles d'exclusion, tu parles de racisme, d'immigration. C'est des choses qui te tenaient à cœur sur cette série? Je ne l'ai pas vu venir en fait quand j'ai commencé l'histoire, mais dès le début, quand j'ai conçu l'univers, j'ai essayé de le faire coller à la thématique, quoi. Donc comme la thématique c'était un héros différent qui essaie de faire accepter sa différence, malgré moi je suis tombé sur tous les thèmes après, racisme et compagnie. Comme ça collait assez bien à l'actualité, j'avais beaucoup de matière et du coup il y avait beaucoup de choses à raconter dessus. Mais sur le coup, je me suis pas dit je vais faire un truc sur l'exclusion, je vais parler sérieux, tout ça, c'était pas du tout ça. C'est vraiment, j'ai trouvé un thème qui m'intéressait et au final en tirant le fil, ça s'est déroulé et puis voilà. Mais le vernis de tout ça, c'est des boules de feu et des conneries. Je tenais à ce que ça reste léger dans la lecture et tout parce que c'est ce que je préfère. Après, dans le fond, j'aime bien
j'aime bien que ça m'importe, quoi. Je n'irai pas faire une série sur les blagues, quoi. Voilà. Ok, merci. Donc le tome 5 de Radiant vient de sortir Non, il est en hier. avant-première. Ah, Il en sort avant-première. dans 2 jours. Oui. Voilà, il sort dans 2 jours. Ok. Vanra, tu peux nous présenter ce super bouquin qui est aussi en avant-première ici, c'est ça, où il vient de sortir? Tout à fait, il est sorti hier. Donc on présente Ayakashi officiellement aujourd'hui. Donc Ayakashi, c'est une histoire qui se passe dans un Japon médiéval, fantastique et uchronique, au niveau desquels on suit les aventures du héros, donc que vous avez en jaquette, c'est Hiro, qui est un guerrier sacré qui va défendre finalement son pays face à des démons qui sont appelés les Ayakashi. Donc dans le folklore japonais, les Ayakashi ce sont des yokai, mais des yokai plutôt à tendance néfaste. Et ce personnage, donc on suit les péripéties de ce personnage qui va devoir abandonner pas mal de choses et de choses très importantes pour défendre ses idéaux comme son pays. D'accord. Pour cette œuvre-là, donc tu travailles donc en collaboration avec un scénariste, Izu. Oui. Cette envie de développer une histoire qui se passe dans le Japon médiéval, une histoire fantastique, une uchronie dans le Japon médiéval, c'était une envie commune à vous deux? Oui, alors c'est un petit peu particulier parce que c'est vrai que moi je suis une auteure qui travaille depuis des années sur tout ce qui est folklorique, donc ça touche tout folklore de tout pays, de toute culture, et c'est vrai que le folklore japonais est un bestiaire qui est source d'inspiration illimitée pour moi, mais j'avais jamais fait de titre jusqu'à présent qui ne se passait que, ou qui mettait en scène uniquement que ce bestiaire-là. Et c'est vrai que Izu, il avait un projet comme ceci dans sa manche depuis très longtemps. Et puis à l'occasion d'une convention, il m'a découverte sur un salon. Et lui, il cherchait depuis très longtemps un dessinateur qui pourrait, au niveau duquel l'univers pouvait coller avec son projet d'origine. Et du coup, il a découvert ce que je faisais. Il a dit, voilà, c'est ça que je voudrais comme illustration autour de mon projet. Et c'est vrai que donc il m'a soumis ce projet-là. Et alors moi, j'ai une particularité, c'est-à-dire que je suis une auteure qui est un peu... je suis assez difficile dans le sens où il faut que le projet me plaise. On m'a beaucoup proposé pas mal de choses. Cependant, je n'accepte uniquement ce qui peut me plaire. Et donc je suis un public assez difficile. Et c'est vrai que quand il m'a proposé son projet, c'était complètement halluciné parce que ça partait vraiment avec des thèmes très impressionnants, avec des notions qui étaient assez chargées. Un projet très très ambitieux. Et je suis quelqu'un qui marche beaucoup par défi. Et c'est vrai que ce projet au départ était totalement infaisable. Et on s'est dit, puisque c'est infaisable, on va tenter le coup, puisque pour l'instant, ça n'a jamais été fait. Donc voilà, et 2 ans plus tard, nous voilà avec le titre fait. Voilà, alors Ayakashi qui vient de sortir donc. Au scénario, donc c'est Izu, un scénariste assez expérimenté qui a déjà travaillé avec le dessinateur Shonen notamment sur différentes séries. Pour la suite, j'espère que vous découvrirez tous ce titre vraiment très très prometteur, j'ai trouvé. On va passer à toi, Nicolas. Alors toi, Nicolas, tu as la particularité dans le groupe de ne pas avoir encore sorti ton bouquin, c'est ça? C'est ça. Donc il s'agit du titre Mekaz. Oui, c'est ça. Qui sortira fin septembre. Donc, je travaille avec Olydri Édition. Et donc c'est un shonen sportif très inspiré, qui se passe dans un univers très inspiré du Japon, mais pas dans un vrai Japon, ce qui me permet de ne pas vraiment avoir à justifier les erreurs et les boulettes. Et donc en fait c'est très inspiré des mangas comme Rookies et Slam Dunk, à la seule différence qu'au lieu de faire un vrai sport, ils construisent des mechas et ils se battent avec. Voilà. D'accord. Pour cette thématique du mecha, est-ce qu'il y a en particulier des influences? Est-ce qu'il y a des séries qui t'ont influencé, qui t'ont donné envie de placer cet élément de mecha dans ton histoire sportive? Non, pas vraiment. En fait, je voulais déjà faire une histoire autour des mechas et c'était pas assez intéressant juste des mechas. C'est pour ça que j'ai rajouté ça dans un univers scolaire en fait. Excusez-moi. Ok, merci beaucoup. Alors, on a du temps, hein, vous inquiétez pas. Alors, vous venez tous, vous êtes tous donc maintenant mangaka dans vos activités au jour le jour. Vous avez pourtant des parcours assez différents. Certains sont complètement autodidactes dans le style manga, d'autres viennent de la bande dessinée. J'aimerais que vous me parliez un peu, voilà, qu'est-ce que c'est au quotidien d'être mangaka, comment vous vous organisez, qu'est-ce que concrètement ça se traduit, comment vous construisez vos bouquins
Bah, voilà. Comment vous vous organisez pour, dans votre travail sur le manga? Quelqu'un peut démarrer, Renaud? T'es en bout de table, hein, donc... Non, oui, non, ok. C'est quoi la question? Non, je rigole. Du coup, comment... en fait, tu dessines tous les jours. Clairement, en fait, quand tu dois caler du 200 pages dans l'année, voire logiquement un petit tome et demi, c'est le rendement, tu vois. T'as pas 2 sorties dans l'année, mais et encore, si, il y en a qui arrivent. Donc tu sais, quand tu dois te caler quasiment 300, 350 pages dans l'année, ça fait une page tous les jours. Après, c'est pas quantifiable en termes de... Souvent, on nous pose la question, combien vous faites de pages par jour? C'est que des fois, tu peux enquiller 4-5 pages parce que la scène, elle est tranquille. Et des fois, tu peux passer 6 heures, 7 heures, 8 heures sur une case de ouf. Donc en fait, on va dire que ça se quantifie plus en heures de taf. C'est quand tu choisis d'être, comme on dit, mangaka français, alors qu'on est auteur, mais c'est vrai que... on est un peu entre les deux, tu vois. Moi, quand je parlais avec les auteurs franco-belges en festoche, j'avais pas l'impression d'avoir le même quotidien. Et quand j'ai rencontré des mangaka jap, ça se rapprochait un peu de leur quotidien. Où tu veux faire du manga, en France, t'as pas de vie. C'est du 7 jours sur 7, c'est du 10 heures, 12 heures minimum. Bien minimum, ouais. J'en suis à 18, là. Ah oui. Non, mais c'est parce que je suis en bouclage. Donc oui, il y a aussi les 2 derniers mois de bouclage ou le mois de rush, comme on appelle. Donc après, on l'a tous choisi, hein, donc c'est pas une plainte, hein, c'est vraiment, c'est on kiffe. Tu vois, moi, il y aurait 30 heures dans la journée et à nos soucis. Hein. Ouais, pareil. Non, en gros, ça dépend des auteurs. Moi, je fais tout, comme Renaud, comme Tony et comme Nicolas aussi. Je fais scénario, storyboard, crayonné, ancrage. Moi, ce que j'aime bien, c'est faire d'abord le scénario d'une traite pour savoir exactement tout ce que je vais raconter sur un album. Donc, je fais scénario et storyboard d'une traite. Je le montre à mon éditrice qui me permet d'avoir un recul sur mon histoire, surtout au niveau du rythme ou quelques petits dialogues quelquefois à changer. Mais c'est minime, hein. L'intrusion n'est pas aussi intense qu'au Japon. Et voilà, une fois qu'elle a validé mon scénario, je passe au dessin. Et là, c'est en général un chapitre par semaine. Avec effectivement, plus les pages sont compliquées, avec des gros décors, des scènes de foule, plus je vais tendance à faire une page par jour. Ou avec des scènes plus faciles, où je peux faire jusqu'à 6 pages par jour. Mais c'est vraiment... ça dépend vraiment des pages. Alors, sur le mode de publication, au Japon, tout est basé et axé sur la prépublication en magazine, ce qui explique l'existence de chapitrage dans l'écriture. Moi, j'ai remarqué que dans vos œuvres, vous reprenez ce système de chapitres alors que vous n'avez pas de prépublication. En quoi, finalement, le fait de tout structurer en chapitres, ça vous aide dans votre progression? Moi, je vais répondre vite fait. Pour moi, c'est que c'est clairement l'erreur, c'est pas une erreur, mais du fanboy de manga du début, tu vois. Moi, j'ai fait mon tome 1 Dreamland, c'était je suis en mode shonen. J'ai regardé Dragon Ball et One Piece, combien ils faisaient de chapitres, et j'ai fait pareil. Mais c'est vrai que tu as raison. En fait, pourquoi eux, ils ont choisi 18 pages et pas 19 et pas... Ça, à l'époque, je le savais pas. J'ai juste calqué parce que ça me faisait kiffer. Mais je vois que maintenant, c'est mort, tu vois. Quand tu vois que je fais du 350 pages, maintenant, on a la liberté, on n'a pas ce côté pré-pub. Donc pourquoi pas faire un chapitre tout en couleur si l'éditeur il est OK. Donc moi pour ma part ce côté, comme tu as raison, chapitré, c'était vraiment au début juste le taf parce que j'ai envie de faire comme Toriyama en fait. Et en fait je suis pas Toriyama et du coup je suis plus comme lui. Je fonctionne un petit peu pareil puisque je fais mes scénarios aussi, puisque même sur Ayakashi je suis co-scénariste, donc en général je suis une auteure complète, je fais tout au scénario, au dessin et tout le reste. Mais c'est vrai que pour moi, chaque chapitre correspond à l'évolution, soit d'un personnage au niveau de sa manière de penser et d'agir, soit va faire une évolution au niveau de l'histoire. Donc pour moi, un chapitre peut faire comme pour Ayakashi pour les premiers 40 à 50 pages. Autant pour là, le Stray Dog 3 que je suis en train de faire, il y a un chapitre qui fait 150 pages. Parce que pour moi, en fait, encore une fois, je n'ai pas de prépublication, donc je me respecte pas, on va dire, ce devoir de pagination qui est échu à un certain nombre de pages à chaque fois délimitées. Par contre, pour moi, à chaque fois, ça correspond, mon dessin est au service de mon scénario. Donc du coup, et au service de l'histoire que je veux présenter. Donc en fait, il n'y a pas de limite. Moi, à un moment donné, dans Stray Dog, j'ai un chapitre de 30 pages, comme effectivement, je peux avoir un chapitre de 150 pages. Ça ne me gêne absolument pas.
Pour toi Nicolas? Bah, moi, c'est plutôt le contraire. En fait, j'essaye de respecter un maximum les 19 planches par chapitre. Parce que je pense que c'est ce qui fait en grande partie le plaisir de la lecture d'un manga, c'est ce rythme un peu effréné et cette quantité d'émotions. Et le fait de fonctionner par chapitre, ça permet en fait de se dire toutes les 19 planches, j'ai quelque chose d'intéressant. Et en fait, essayer de penser le chapitre pour qu'il soit intéressant à chaque fois. Ce qui fait que le tome est, je pense, beaucoup plus digeste. Et c'est ce qui fait que même des mangas d'un peu moins bonne qualité qu'un One Piece ou qu'un Dragon Ball restent très plaisants à lire. Je pense que c'est ça aussi la force du manga, c'est tous ces codes. Pas forcément, ça dépend du lectorat. Après, comme tu dis, c'est ton avis personnel. Après, je pense que l'intérêt du manga, à proprement parler, c'est justement d'avoir une liberté d'expression de l'auteur, parce que c'est un des codes du manga, c'est d'avoir vraiment une liberté d'expression qui justement nous permet d'avoir vraiment quelque chose qui se met au service de l'histoire. Après, c'est sûr que le manga, on va dire que pour tous ceux qui ont été prépubliés, c'est souvent rencontré dans les shonen. C'est sûr que là, comme il y a une prépublication mensuelle, on a vraiment, comme pour le comics américain, un chapitrage qui est échu avec une première de couve, avec un certain nombre d'actions dedans qui est délimité. Mais après, on a souvent certains auteurs, tels Tite Kubo, qui, pour ces éditions reliées, vont changer la fin du chapitre pour avoir des chapitres plus longs. Parce que pour lui, il le dit, mes chapitres en 30 pages, pour lui c'était trop court, il n'avait pas terminé son action. Donc ça dépend vraiment du point de vue. Après, je pense que l'intérêt, encore une fois, du manga, c'est justement d'être complètement au service de ce que l'auteur veut présenter et au service de l'histoire, sans pour autant perdre en qualité et sans pour autant devoir respecter obligatoirement certaines coupures, certaines choses comme on trouve dans le comics ou dans le franco-belge. Ok, donc on voit bien que vous avez un peu chacun votre recette pour un peu donner du rythme aux épisodes, séquencer votre histoire. Pour ce qui est de la quantité de travail à faire, bon, on a aussi compris que c'était du travail d'esclave à 18 heures par jour, hein, avec si possible pas de pause dodo. Est-ce que vous fonctionnez avec des assistants? Est-ce que, comme les Japonais, vous avez des assistants qui vous permettent de réduire un peu le travail? Ça serait bien d'avoir beaucoup d'assistants, mais économiquement, on n'a pas le même système qu'au Japon, donc on n'a pas les moyens d'engager autant d'assistants qu'on le souhaiterait. Moi, j'ai une personne, Saeko, qui s'occupe des trames et qui fait ça très bien et qui m'aide vraiment à pas criser sur les fins de chapitre où vraiment elle me délivre de la partie que j'aime le moins faire. Pour toi, Renaud, je crois que tu as toute une équipe, en fait, pas plus qu'un assistant, c'est toute une équipe. Le studio Pen Mary, c'est ça? Tu peux nous en parler un peu? Oui, en fait, j'ai 2 potes qui m'aident. Donc, c'est pas en mode assistant, c'est dès le tome 1, c'est aussi des auteurs qui lisent des mangas et tout. Et ils m'ont dit, Renaud, comme c'était en 2006, le tome 1 était très critiquable. Il fait, gars, tu sais, si en France, il n'y a pas grand monde qui sont faits à faire 200 pages en 6 mois, c'est qu'il y a une raison. C'est qu'au bout d'un moment, si tu es tout seul, tu bâcles des choses et tout, à mon niveau à l'époque. Donc, en fait, mes potes sont... Donc il y a mon cousin et mon pote, on est 2, donc ils sont juste venus dès le tome 1 en renfort sur les décors, tu vois, en disant l'important dans une BD, c'est les personnages, c'est ce que tu racontes. Si tes personnages ont du charisme ou quoi, le lecteur, en fait, ce qui est important, c'est ce qu'il me disait, focalise-toi sur la connerie, la bulle et tout, parce que dessiner des poteaux électriques, le lecteur, toi déjà tu t'en fous de dessiner 15 poteaux électriques ou de dessiner toutes les tuiles. Donc dessiner le décor, c'est le boulot ingrat, parce qu'en fait un décor mal fait avec une sale perspective, ça tique direct, donc le lecteur il le voit, et donc moi ma perspective était très mal faite, alors qu'un décor super bien fait, tu le vois pas, il passe crème et en fait tu lis la connerie. Donc ils sont plus venus m'épauler sur ça, c'était pas des pros du décor, c'est juste qu'ils sont plus appliqués que moi, et donc à l'époque on a fait ça, donc tu vois ils m'ont aidé dès le tome 1. Et ça a été une bataille, pas une bataille, mais à l'époque, quand tu fais de la BD, en 2006, c'est soit tu es dessinateur, soit tu es scénariste, soit tu es coloriste. Mais assistant, ça n'existe pas ici. C'est quoi le contrat, comment tu les rémunères, machin, bidule. Donc tu vois, ils ont commencé à être payés au tome 5. Donc c'est plus une bande de potes que, mec, tu vas partir sur du 200 pages, on va t'aider. Et puis le jour où tu gagnes des sous, où ça se vend, c'est cool. Donc voilà, ils m'aident encore aujourd'hui jusqu'au top 15. Donc voilà, c'est pas en mode... Mon assistant, souvent j'ai des jeunes qui me disent est-ce que vous pouvez me prendre en assistant? Donc imaginons si Roro et Salim qui vont arrêter de m'aider, est-ce que je vais reprendre 2 autres assistants? Non. Tu vois, je vais travailler tout seul. Voilà. En tout cas, ils t'aident pas sur le trait, sur ton trait, sur les personnages.
Ils sont Ah pas ben- là en appui sur la partie personnage. Non, ben non, parce qu'il faut son identité. C'est vraiment pas, tu vois, c'est pas en mode. En BD, il y a vraiment le petit ego de faut que chacun soit sur la couve, je suis coloriste, je suis dessus. Tandis que là, c'était vraiment en mode comme à la Jap, vu qu'on a aussi cette culture à avoir lu des mangas. C'est Renaud, c'est ton bébé. Tu le dis pas en interview, qu'on est là et tout. C'est plus, on t'aide, on s'en fout, on fait des tuiles, on fait des décors. Les lecteurs, ils s'en foutent. Tant que tu travailles bien ta narration et tes persos, c'est ce qui va plaire. Donc voilà, ils sont pas. Après, ils font l'ancrage. Ils font tout sur les décors, l'ancrage, tout. Tu vois, quand il y a un ancrage particulier, c'est Salim. Quand il y a un ancrage un peu chiadé à la RPG Final Fantasy, c'est Roro. Donc voilà. Et toi, Tony, tu as essayé de travailler avec un assistant. Tu as un assistant. T'en es où là-dessus? Non, je travaille tout seul, mais pendant un temps, j'avais pris quelqu'un juste pour faire les tâches super ingrates, genre scanner, remplir au noir quand il faut. Ouais, un truc bien salaud. Mais en fait, j'ai pas pu le faire, quoi. Finalement, on a fait. C'est quelqu'un qui s'est voisin pour proposé. qu'ils scannent les pages. C'est quelqu'un qui s'est proposé. Moi, j'habite au Canada, quoi, pour avoir les assistants, c'est pas pareil. Mais il y a quelqu'un qui est venu en dédicace et qui m'a dit j'aimerais être votre assistant, tout ça. M'a fait tiquer. Qu'est-ce qu'il pourrait faire? Du coup, je le faisais scanner, remplir en noir, et puis je crois que c'est tout. Donc, c'était pas grand-chose. Finalement, ça m'avançait pas en fait. Ça m'avançait pas parce que finalement c'était des tâches que je faisais et qui me faisaient une petite pause entre les pages. Au final c'était important pour garder le rythme, donc quand il s'est mis avec moi sur 10 pages à peine, hein, ça n'a pas duré plus. Après j'ai lu qu'il avait fait tous les décors du tome 3, c'est pas vrai. Mais comme ça avançait pas plus vite, après j'ai dit bon ben je vais continuer tout seul. Par contre maintenant je sépare mon boulot comme si j'étais plusieurs. Donc une fois que j'ai fait le dessin de tout le chapitre, je fais l'ancrage de tous les personnages avec certains déliés et tout. Puis après, je me mets en mode assistant décor et là, je prends la plume pour faire les décors et je fais tous les décors d'un coup. Ça me permet de bien séparer les deux techniques. Je fais ça depuis un tome et demi et je vais beaucoup plus vite et les décors sont plus fournis. Mais du coup, Donc, tous ces Tony en toi s'entendent vachement bien, quoi. ouais, c'est ça. Je suis plusieurs dans ma tête et puis maintenant, je l'accepte. Ouais, C'est toi le chef. ouais, pas toujours. Alors Vandra, toi, tu as un peu, j'ai l'impression, un problème inverse, à savoir que tu n'as pas d'assistant. Hein. Non, je fais tout toute seule. C'est ça. Et en plus, tu n'as pas que ta série régulière chez. Ah, moi je sévis sur Glénat, plusieurs mais plans. Ouais. T'es sur plusieurs choses, des projets. Ouais, Tu c'est mènes. criminel récidiviste, multirécidiviste. C'est ça. Moi. Tu peux nous parler un peu de ce que tu fais en dehors de Ayakashi? En dehors des Yakashi, je travaille sur Stray Dog également chez Glénat, comme j'ai cité tout à l'heure. Après, je suis une auteure qui a travaillé au départ à l'étranger avant d'être publiée en France, parce que mon parcours a été un petit peu particulier. Et du coup, je continue à travailler pour les États-Unis. Je travaille également sur des séries en autopublication, mais pour moi, je ne comprends pas ça comme un travail professionnel, puisque je garde la qualité que je mets dans les livres de manière professionnelle. Par contre, pour moi, ça me sert juste de galop d'essai. Je fais un test panel, si je peux dire ça comme ça, voir si, par exemple, la prochaine série que je voudrais présenter plaît, est-ce que c'est assez bien agencé, est-ce que le scénario est assez bien détouré, etc. Et après, si effectivement une série marche bien en autopublication, elle rencontre un bon accueil auprès de mes lecteurs parce que c'est vrai que je travaille depuis plus de 10 ans sur la scène française en tant que mangaka, et c'est vrai que si je vois qu'il y a une série qui rencontre un petit peu son succès, comme ça a été le cas pour Stray Dog, comment ça s'appelle, en autopublication, c'est vrai que je vais avoir plus tendance à aller la défendre avec un peu plus de punch auprès d'un éditeur, plutôt que s'il y a une série comme j'en ai une en ce moment où c'est Carnival. Carnival, c'est une série qui est à ses débuts. Pour moi, je l'aime beaucoup, j'aime beaucoup les personnages. Par contre, c'est une série qui est beaucoup moins demandée sur mon stand auteur que mes autres séries. Du coup, ça ne sera pas forcément celle-là que je vais présenter par la suite. Et puis là, dernièrement, j'ai eu l'occasion de représenter, on va dire, un petit one-shot que j'avais présenté, on va dire, un peu à la One Again chez Kiun sur un tremplin il y a 2 ans. Et là, je l'ai présenté en version vraiment intégrale au concours du Shonen Jump Plus. Et pour l'instant, donc le concours est toujours en cours. Par contre, il fait partie des 3 finalistes. Donc, il est en prépublication pour l'instant chez Shonen Jump Plus. D'accord. Donc là, on aborde un point intéressant qui est les concours de manga qu'organisent finalement les éditeurs japonais. Je crois qu'on a un exemple aussi intéressant avec toi, Nicolas. Tu as participé, je crois, à un concours de manga qui s'appelle Silent Audition, c'est ça? Silent Manga Audition, ouais. Silent Manga Audition. Tu pourrais nous en parler un peu, nous dire ce que c'est? Ouais, donc c'est un concours qui est organisé par la maison d'édition Koamix,
et donc qui est la maison d'édition actuelle de Tsukasa Ojo et Tetsuo Hara, et surtout qui a été fondée par l'ancien éditeur en chef du Jump. Donc ils ont tout un savoir-faire du manga qui est très intéressant. Et donc pour trouver des auteurs à l'international, ils ont lancé un concours de manga muet, donc qui est vraiment ouvert à tout le monde. Et on peut envoyer une histoire en autant de pages qu'on veut sur leur concours. Il y a un thème tous les 6 mois. Et avec d'autres gens du monde entier, en fait, j'ai été sélectionné pour partir au Japon, les rencontrer. Et maintenant, je fais partie de ce qu'ils appellent leur masterclass. Et en fait, je continue de travailler avec eux sur des short stories, etc. Et donc, en gros, leur objectif, c'est de nous former pour être prêts à travailler sur le marché japonais dans le manga. Donc c'est très intéressant, je pense. C'était un séjour de combien de temps sur place? C'était une semaine. Une semaine? Ouais. Et donc tu étais le seul Français ou quels étaient les participants J'étais le seul Français. Il y avait beaucoup d'Espagnols. Et à part ça, il y avait des Chinois, Vietnamiens, Arabie Saoudite. Enfin, il y avait énormément de personnes. Est-ce que tu as senti des différences d'approche sur le manga entre les participants? C'était assez étonnant, mais en fait, pas vraiment. Il y avait quand même une grosse homogénéité dans le global manga, on va dire. Et, non, pas vraiment, en fait. Et en plus, c'est du manga muet, donc il n'y a vraiment aucune barrière, il n'y a pas de traduction. Et finalement, les fans de manga dessinent tous pareil, en fait, dans le monde entier. Alors, moi, de ce que j'ai compris de ce concours, c'est que c'est un concours qui cherche à mettre l'accent sur l'importance de la narration dans le travail de mangaka et de fluidité, et expliciter les intentions du mangaka sans dialogue. Par rapport à ces spécificités du manga, est-ce que vous avez des difficultés ou des points sur lesquels vous sentez que travailler en manga, ça impose quand même d'être rigoureux sur certains aspects? Allez-y, quand vous voulez. Moi, honnêtement, non, puisque le manga, c'est ce que j'ai choisi. Au départ, j'ai une formation d'ancreuse de comics américains. Donc, c'est pour ça ma formation était un peu particulière. Et c'est vrai qu'à un moment donné, travailler dans le comics, c'est super intéressant, puisque vous pouvez illustrer vraiment des personnages de grosse licence. Mais à un moment donné, en fait, vous êtes au service du personnage. Et puis après, donc, moi, j'ai voulu, moi aussi, animer mes propres personnages et puis faire mes propres séries. Et puis vu que ma formation était dans le comics, j'ai fait mes premières BD sur du format comics américain. Et à un moment donné, j'ai été très vite stoppée dans mon élan parce que c'était pas ça que je recherchais. Le comics par rapport au manga, c'est vrai que c'est une BD qui est très statique, avec très contemplative, avec un rythme de lecture qui est très lent. Or moi, dans mes BD, je voulais quelque chose de très fluide, très dynamique, avec effectivement des personnages qui pouvaient partager leurs impressions, leurs émotions avec le lecteur. Chose que l'on retrouve dans le manga et qui ne sont permis que dans le manga. Et c'est pour ça que ce format de BD, au départ, je ne lisais absolument pas de manga, je ne savais même pas que ça existait d'ailleurs. Et puis sur le tard, j'ai découvert ça et je me suis dit voilà, c'est ça que je veux faire parce que l'intérêt du manga, encore une fois, c'est que la narration est au service de l'histoire et on a vraiment une pagination qui nous permet de mettre en scène finalement un rythme de lecture qui est beaucoup plus dynamique avec finalement une mise en page aussi, encore une fois, qui peut être très explosive. Moi, je peux parler par expérience que j'ai pas d'expérience dans la franco-belge, mais dans le comics, on ne peut mettre d'éclatés, donc des personnages qui ressortent des cases. On ne peut en mettre par issue, alors les issues, c'est les chapitres effectivement de 32 pages. On peut mettre par issue que 5 éclatés en grand maximum par issue. On est vraiment, on va dire, bloqué par ça. Après, le manga, on a une grosse liberté qui nous est offerte et également on a une pagination qui n'est pas réduite. Le manga, à la base, on a une pagination qui part de 160 pages ou 172 pages pour les plus petits et ça peut aller jusqu'à, comme Renaud qui nous a fait un Dreamland de 335 pages, comme moi qui vais faire un Stray Dog de 400 pages pour le numéro 3 et pour le numéro 1 et 2 c'est du 330 pages aussi. Donc ça n'a pas forcément, c'est pas un blocage, alors que même les compiles de comics, quand on dépasse les 200 pages, c'est vraiment, on a un éditeur qui grince les dents et qui nous dit non, il faut terminer maintenant, que votre histoire soit finie ou pas, il faut la boucler maintenant. Donc c'est vrai que cette liberté d'expression, je l'ai trouvée dans le manga et c'est pour ça que j'ai été amenée à multirécidiver depuis longtemps. Une réaction, Tony, par rapport à la comparaison manga-comics? Est-ce que tu en aurais un peu à faire sur ton expérience de dessinateur de bande dessinée? Moi, par rapport à la bande dessinée, ce que je vois, puisque je faisais avant la bande dessinée,
C'est que dans le manga, j'ai vraiment la place de laisser parler l'émotion des persos. Alors si on prend une pleine page en BD pour faire quelqu'un qui pleure, après il nous en reste 30 et quelques, quoi. Et puis on est foutu. Si on fait 2 fois ça dans l'histoire, c'est fini. Alors que dans le manga, on peut. Et une des choses dans lesquelles je me suis vraiment impliqué en faisant le manga, c'est comme on a l'écriture en noir et blanc, la couleur vient pas rattraper le truc. Et j'ai l'impression que l'œil il voit assez vite quelque chose qui foire en noir et blanc, alors qu'en couleur, comme le tout est habillé, c'est plus familier. Et du coup, ce que je fais moi, c'est travailler beaucoup plus les expressions et faire très attention. Des fois, j'aurais fait, comme Arnaud il disait, des fois on peut passer toute la journée sur une case. Et quand ça m'arrive, c'est jamais sur un grand décor ou quoi, c'est toujours sur une case à la con où il y a le perso qui doit avoir une attitude très spécifique. Et en noir et blanc, il faut le faire passer, quoi. Et c'est vraiment quelque chose que je trouve les Japonais font extrêmement bien quand ils font passer une émotion, que ce soit dans n'importe quel genre, que ce soit dans One Piece ou dans Vinland Saga, quand l'émotion doit passer, elle est là, elle est parfaite. Et puis on pleure avec s'il faut pleurer, on rigole avec s'il faut rigoler. Et cette école-là, de faire ça, vraiment, c'est assez spécifique au manga. C'est vrai que je n'avais pas forcé autant pour faire du franco-belge. Et puis quand je vois les autres BD franco-belges que je lis, c'est pas si important au milieu. Moi, c'est surtout sur ça que j'ai vu une différence. En gros, pour résumer, moi je compare les bandes dessinées franco-belges à des longs métrages, et le manga c'est plus la série télé, qui permet vraiment de rentrer vraiment dans l'histoire, dans les personnages, dans la psychologie, et de développer les actions plutôt que de les survoler. Donc un côté très feuilletonnant. Justement, est-ce qu'il n'y a pas un risque quand on fait du manga à aller un peu trop dans le feuilletonnant, à savoir de s'étendre sur toutes les petites anecdotes, d'avoir une propension à s'étendre sur toutes les petites anecdotes, à aller en se disant j'ai de la place, j'ai de la liberté, et finalement on a du mal à faire avancer la machine parce que... Après ça c'est même pas dû au manga, c'est dû à l'auteur, même en franco-belge. Parce que tu as beaucoup de pages, tu peux raconter un truc super chiant en beaucoup de pages. Donc oui, c'est vrai que ça peut être le piège, mais il faut vraiment... c'est pas le format, hein, c'est chacun son auteur, c'est le problème de chaque auteur. Quand tu fais ton story, tu te dis, j'ai un horizon de pages, mais est-ce que cette scène sur laquelle je mets 20 pages, est-ce que justement elle est importante, ou est-ce que je passe pas cette scène-là qui va peut-être plaire au lecteur ou que le lecteur a besoin, je mets que 2 pages. Est-ce que ça, c'est à chacun en soi, mais c'est pas propre au manga. En franco-belge aussi, il y a c'est de la narration. Donc quand tu l'as digéré et que le lecteur a compris la tienne, après c'est sûr, après à chaque auteur de savoir, soit tu veux rentrer dans ton truc et faire tes 20 tomes dans le même délire, soit tu veux te renouveler à chaque tome. C'est vraiment une question personnelle, et c'est plus un problème de technique ou d'expérience que de format ou de page. Alors sur le côté technique, justement, est-ce qu'il y a des points qui vous paraissent un peu difficiles au quotidien avec le travail de mangaka? Sur la technique. Il y avait un Larsen, alors j'ai bougé mon micro, mais maintenant je suis obligé de parler. Sur la technique, le fait de passer pour la BD de quelque chose en couleur et de venir en noir et blanc, il faut tout réapprendre à faire en fait. Si j'avais commencé par le noir et blanc comme a fait Renaud, j'aurais fait mon école là-dedans, puis ce serait devenu naturel assez vite. Moi, il a fallu que je faisais la couleur quand je faisais de la BD, donc il a fallu mettre ça de côté et devenir intéressant et lisible en noir et blanc. Donc apprendre et puis rater plein de fois et puis refaire et tout. C'est en gros, c'est ça, surtout le noir et blanc, quoi. Puis le gros challenge finalement dans le manga, c'est que c'est pas un sous-genre de littérature graphique, loin de là, comme certains, comme on peut entendre. Moi j'ai entendu ça au dernier salon du livre à Paris, il y avait des auteurs de BD franco-belges qui me disaient « Ah ouais mais le manga, finalement, c'est du manga quoi », de manière très péjorative, avec genre c'est pas de la BD. Alors, parce que c'est du noir et blanc. Alors c'est pas du noir et blanc, c'est du niveau de gris déjà d'une part. D'autre part, comme disait Tony, c'est excessivement finalement difficile de faire passer un message dans des tons monochromes, puisque nous, on va dire, bien sûr qu'on a des trames, on les dessine pour certains, enfin moi c'est mon cas, je les dessine à la main. Il faut qu'on puisse faire passer le même message que l'on voudrait faire passer en couleur, en noir et blanc, en faisant ressentir finalement la couleur qui aurait dû être échue à chaque personnage ou à chaque décor ou chaque scène, avec simplement finalement des dégradés de gris.
Donc c'est un casse-tête, comment ça s'appelle, perpétuel à chaque case. Et bien sûr, on a un rythme de travail qui est beaucoup plus rapide parce que finalement, on a la possibilité de faire des pages avec des détourés, des gros plans, comme tu as dit tout à l'heure, sur certains personnages, faire passer vraiment l'émotionnel en avant. Par contre, le challenge est tout aussi intense que pour une franco-belge. Et pour avoir travaillé dans le comics, tout aussi intense que dans le comics. Ok, tu parlais tout à l'heure d'une image un peu péjorative que certains auteurs ou personnes du monde de la bande dessinée franco-belge renvoyaient à propos du manga Made in France. Est-ce que c'est toujours tenace? Est-ce qu'en France, quelle est l'image actuellement du manga Made in France? Est-ce qu'il y a eu une évolution positive ces dernières années? Le plus ancien, c'est Renaud. C'est toi qui as vu les trucs bouger. Ben on est là pour le prouver, quoi, en fait. C'est vrai qu'il y avait ce côté, mais c'était normal aussi parce que ça dépend qui tu mets en avant et qui le pseudo premier, tu vois. Moi, j'ai fait partie de cette mouvance des premiers, mais évidemment que le manga français s'est fait défoncer parce que j'étais pas mature. Donc, tu me t'aurais mis un Tony avec son Thomas tel qu'il est il y a 10 ans, mais peut-être que les esprits auraient changé plus tôt. Là, ça commence à changer avec des mecs qui ont de l'expérience, qui ont très matures. Et donc oui, alors après, le public change aussi. Il commence à comprendre que... Parce qu'au début, tu t'es comparé aux Japonais, donc on dit t'es lent et tout, puis il t'explique qu'en fait, non... je fais partie des auteurs les plus rapides en France, tu sais, en fait. Et ça, le lecteur, il s'en fout. Et il a raison de dire, moi, désolé, j'ai fini mon tome, je le veux dans 3 mois. Donc ça a été long, ça n'a pas été bien fait par les auteurs, par les éditeurs, ça a été mal amené. C'était des petits trucs un peu expérience, on teste et voilà, tout le monde s'observait. Mais aujourd'hui, ça fait déjà 2-3 ans, avec Ankama qui a lancé bien la machine et on le voit, là, tu n'as que des auteurs d'éditeurs différents, avec tous les styles, chacun son discours. Donc ouais, je pense qu'on est vraiment au début, à la vraie ère, comme on appelle, tu vois, pour la jouer One Piece, à l'ère du manga français, tu vois. C'est pas pour rien qu'il y a le truc French Touch, tout ça. Et c'est ça qui est bien, c'est que les éditeurs se tirent la bourre, mais dans le bon sens, parce que chacun y va de « je vais être le premier à faire ci ». Tu vois, il y a Kyun qui ont fait un trailer de Psychopathe pour Shonen, parce que ça n'avait jamais été fait ici. Tony, c'est le premier à être au Japon, donc c'est ça qui est bien, il y a tout à faire et le lecteur le comprend maintenant, parce que moi, c'est le même genre de gens qui, il y a 10 ans, me disaient « Ah, c'est français ». Et là, c'est « Merci d'être français ». Alors, c'est pas moi qui ai changé, le trait, tu vois, mais la démarche est la même, donc je pense que ça y est, c'était trop tôt. D'ailleurs, on n'est pas beaucoup à avoir 10 ans d'expérience, tu vois, il y en a plein qui sont tombés pendant la bataille. Donc voilà, je pense que là on y est bien. Le lecteur a pigé que tu sortes tes 2 tomes en 1 an et demi, et ben t'es bien, tu vois, il y a ce rythme. Ils sont habitués à notre narration qui est un peu plus différente des japonais, ou même si après t'as un auteur qui a envie de faire, mais non, moi j'ai envie d'être le killer japonais, je fais comme les Japs, et ben le lecteur ils comprennent aussi. Tu vois, c'est facile parce qu'il n'y a pas la barrière de la langue. Donc tu viens en dédicace et chacun a son public, il y a une vraie interaction, donc chacun explique sa démarche au lectorat de le comprendre et en fait tu es vachement soutenu. Il y a un vrai engouement, tu vois. Donc aussi on a la chance que les Japs font un peu leur star ici, donc forcément nous on récupère tout, tu vois. Moi j'ai toujours récupéré tous les blasés des Japonais qui voulaient pas faire qu'une signature et tout. Ben viens gars, t'auras un dessin et ben finalement le mec après il revient l'année prochaine avec les autres tomes, donc voilà. Donc on retiendra que les Japonais font leur star sur la Japan Expo. Non mais c'est pas filmé, personne le sait, on est entre nous là. Non, personne ne le sait, on l'a pas remarqué. Très bien, un commentaire là-dessus? Ouais, Renaud a l'air de dire que c'est différent maintenant, comme si c'était arrivé d'un coup, mais en fait c'est parce que tu as commencé il y a 10 ans et que d'autres ont commencé il y a 10 ans que maintenant c'est différent. Si on arrivait tous en même temps maintenant ici, on se ferait jeter des pierres sûrement. Et là tout le monde est vachement bienveillant, on nous écoute parler, dire des conneries, et puis tout le monde est à fond avec nous, on a plein de lecteurs qui nous soutiennent, et puis la presse aussi, puis les prix comme donnés par Japan Expo maintenant, à des auteurs qui ne sont pas forcément japonais. Mais c'est parce qu'il y en a qui ont défriché, t'en fais partie. Il y en avait quelques-uns aussi, il y avait Jenny en même temps, Monkey, tout ça. Et il y en a quelques-uns qui ont défriché, il y en a qui ont tenu bon, t'en fais partie aussi. Et puis il y en a qui sont arrivés derrière avec le chemin déjà un peu tracé, puis on continue à défricher, quoi. Donc ça se fait pas tout seul. Mais maintenant, c'est vrai que c'est l'ère où
Maintenant, on a l'impression que tout le monde peut en faire et puis tous les éditeurs sont là pour le faire aussi. Ce qui était difficile avant, c'était si vous voulez en faire un, il fallait creuser auprès d'un éditeur et puis le convaincre, quoi. Maintenant, avec les différents éditeurs qu'il y a et puis le différents types de catalogues qu'il y a, c'est vachement plus ouvert. Ceux qui m'ont refusé il y a 3 ans pour Radiant, maintenant courent après tous les mangaka français qui veulent faire du manga. Et ils disent non, on ne fera pas de manga. Mais maintenant, on est forcé de constater que Glénat, Kana font des mangas, par exemple. Puis je pense vraiment, honnêtement, que... alors, oui, les éditeurs font du manga. Maintenant, je pense que de plus en plus, il y en a certains qui vont se tourner vers des auteurs français puisqu'ils voient qu'il y a de la qualité à leur porte. Ils n'ont pas besoin d'aller faire 5000 km, même plus, pour chercher quelqu'un. Après, je pense qu'il nous a vraiment servi de tremplin. Moi, ça a été mon cas, ça a été vraiment le lectorat. On a vraiment la chance d'avoir un lectorat qui a évolué beaucoup plus vite, finalement, que les éditeurs. Et maintenant, les lecteurs français, ils sont plus dans le sens où on se dit oui, un manga c'est uniquement fait par un japonais ou uniquement fait par quelqu'un qui ressemble à un japonais, puisqu'on m'a sorti des fois, oui, mais par exemple, là j'ai lu un manga dernièrement, on me dit c'est Defense Devil, le dessinateur il est super, par contre c'est un coréen, donc c'est bête, mais c'est établi comme étant du manga, alors que par exemple la même personne me dit oui, mais Ayakashi c'est pas du manga, c'est fait par vous êtes française, ça n'a rien à voir. Donc on a l'énorme chance, chose qu'on n'avait pas il y a 10 ans, même voire plus, d'avoir un public qui lui est friand de découvertes, justement de nouveautés et de renouveau. Et par rapport à ça, c'est eux qui font la différence. Moi j'ai la chance d'avoir un lectorat qui est de tout âge et qui est extrêmement bienveillant et qui va autant lire finalement du folklore japonais que du steampunk, comment ça s'appelle, fantaisique. Le tout étant non pas parce que c'est fait par le même auteur, mais parce que l'histoire plaît. Et justement maintenant, moi je sais que ça a été mon cas lorsque j'ai signé mes contrats chez Glénat. Avant c'était oui, du coup, combien de pages, en combien de tomes? Maintenant c'est de quoi parle votre histoire? Alors qu'avant, moi on me l'a jamais demandé avant. Est-ce que c'est intéressant? Comment est-ce que tu vas développer ton histoire? On a vraiment un intérêt au niveau de la partie créative, chose qu'on n'avait pas avant. Alors moi c'était mon cas, je rentrais dans aucune case parce qu'avant le seinen n'existait pas. Et du coup, pour les gens qui sont un petit peu ovnis, qui se rattachent à rien du tout, l'originalité de base était plus un défaut qu'on nous reprochait plutôt qu'un point fort, alors que maintenant ça le devient, et moi vraiment grâce au public. Donc il y a une vraie progression dans la mentalité de vos éditeurs, on comprend bien. Pour toi, Nicolas, qui est le dernier arrivé avec un tout nouveau projet qui va sortir très bientôt, comment ça s'est passé avec ton éditeur quand tu lui as présenté ton projet? Ça s'est passé de manière assez classique. J'ai envoyé un dossier à quelques éditeurs et ils ont répondu très rapidement. Et puis après, avec quelques réunions Skype, on s'est mis d'accord et donc ça allait très très vite. Mais je pense que par rapport au nombre de gens qui lisent des mangas en France, il n'y a pas encore assez d'auteurs français édités. Il y a un vrai grand potentiel. Je pense que là, on a 4 des plus grands auteurs présents ici. On peut peut-être en rajouter 4 de plus sur le marché, alors qu'il y a peut-être des millions de mangas qui se vendent tous les ans en France. Donc oui, je pense que les éditeurs peuvent encore faire mieux par rapport aux jeunes auteurs et les prendre sous leur aile et les aider plus, parce qu'il y a beaucoup de talents en France. Il y a beaucoup de jeunes qui n'arrivent pas à trouver d'éditeurs alors qu'ils sont vraiment très très doués. Voilà. Alors justement, puisqu'on a quelques éditeurs qui nous écoutent aujourd'hui, est-ce que selon vous, il y aurait des pistes pour améliorer un peu la promotion et la mise en avant de la création française en matière de manga? C'est le moment où ils réfléchissent tous là, attention. Après, je pense peut-être le point faible, c'est que ici, encore une fois, mais ça c'est uniquement d'un point de vue professionnel, la France considère que les lettres de noblesse de la BD, ça reste le franco-belge. Le manga, c'est pour un public jeune. C'est comme si vous compariez le cinéma au dessin animé. Je dis pas que le dessin... Moi, j'adore, je regarde pratiquement que des dessins animés parce que j'adore. En plus, via ma deuxième profession, je suis obligée de rester au taquet par rapport à ça. Mais du coup, c'est vrai qu'on a quelques écoles de manga qui sont formées. Par contre, les cours sont distribués par des professeurs excellents, passionnés et passionnants, mais des professeurs de franco-belge. Donc, on ne peut pas faire du manga sans mangaka qui pratique le manga. Idem, quand on va dans des écoles qui sont extraordinaires comme les Gobelins ou comme Émile Coll à Lyon, sont des écoles qui sont extraordinaires parce que la formation est top. Par contre, quand on regarde les auteurs qui y sortent, malheureusement, ils sont tous formatés sur le même style, le style du prof. Donc au final, il y en a un qui perce, les autres, ils proposent le même style, le même genre de mise en scène, d'histoire. On ne laisse pas libre cours finalement à l'auteur en lui disant « Ok, voici les bases,
Maintenant, tu as tes instruments de travail. Vas-y, fonce, fais ce que tu as envie, fais ce que tu aimes. Donc c'est vrai que maintenant, on a la chance d'avoir des éditeurs qui sont ouverts. Par contre, je pense que c'est une des difficultés. Alors après, ça n'engage que moi, mais je pense qu'une des difficultés majeures, c'est que les projets qui leur sont soumis sont non pas tous les mêmes, mais ont tous dans la même veine de quelque chose qui a déjà été vu avant, et du coup, malheureusement, qui reste non manga, ou de la BD franco-belge style manga, mais pas du vrai manga. Donc c'est vrai que finalement, par la force des choses, quand on regarde pratiquement la formation de tout le monde, on a commencé à faire du manga en autodidacte. Même si tu as eu une formation franco-belge, même si tu as fait du comics, quoi que ce soit, le manga, il n'y a personne qui t'a appris à faire du manga. Tu t'es dit, voilà, moi dans le manga, je vois qu'il y a ça, je veux faire ça. Donc au final, on a appris sur le tas, et ça marche parce qu'on s'est imprégné de ça et parce qu'on vit ça. Mais on n'a pas finalement de gens on n'a pas forcément de gens qui sont prêts à faire les mêmes sacrifices, d'abandonner tout ce qu'ils savaient avant. Moi, ça n'a pas trop été le cas parce que, au final, quand je te dis à 100%, j'ai pas abandonné grand-chose, mais ça n'a pas forcément. Je pense que ça a été dur à Elsa d'abandonner carrément sa formation franco-belge. Je peux dire, voilà, maintenant, c'est plus ça que je fais, mais c'est ça. Après, voilà, il faut pouvoir franchir le pas, et je pense qu'il y en a qui le font, il y en a qui ne sont pas encore prêts à le faire, qui vont le faire plus tard. C'est parfait pour eux, mais je pense que c'est ça qui fait qu'on est beaucoup plus qu'avant comme auteur, mais on reste, 10, 15 en France seulement dans cet univers-là qui compte des milliers de titres. Alors, je crois qu'il y a eu quelques tentatives en France de magazines, de prépublications, d'auteurs français. Notamment, Renaud, tu as commencé, je crois, sur un magazine de prépublication, en fait. Est-ce que tu penses que ça serait une bonne idée aujourd'hui de remettre un peu au goût du jour, de faire une tentative? Alors moi, la prépub, c'était du fake, en fait. C'était le Shonen Magazine de Pika qui avait très bien marché parce qu'il faisait des séries Jap. Et moi, ils avaient mis ils savaient que ça allait être fini, ils avaient mis mes chapitres, mais le relié était déjà signé, tu vois, c'était sûr que le signer, donc c'était plus pour la jouer, pour préparer. Donc moi, la prépub, elle n'a rien à voir avec ce système. Après, je pense que... Après, c'est que mon avis. Vu les auteurs qu'il y a maintenant, il y aurait vraiment moyen, parce qu'on n'est pas forcément plus lent qu'un Jap. Quand tu vois Tony qui travaille avec toi, c'est juste que c'est vrai, on n'est pas habitué. Moi, j'ai rencontré des Japonais. En fait, il travaillait autant d'heures, et quand il m'a vu dessiner, j'étais pas plus lent. C'est juste que nous, on est en mode, nos rushs, c'est les deadlines du tome entier. Si tu avais une vraie deadline à la semaine et tout, enfin pas à la semaine, mais je pense qu'il y a beaucoup d'auteurs français qui seraient capables de tenir le rythme japonais. Donc c'est plus que le problème de la prépub en France, tous ceux qui s'y sont essayés, en fait, ils ont mal regardé pourquoi au Japon ça marche. C'est qu'en fait, tu sors un bouquin de prépub à 5-6 euros, c'est le même prix que le relié pour des petites séries. Donc en fait, le lectorat, forcément, il va préférer le relié. Aujourd'hui, tu ramènes des auteurs, donc des connus français, tu mets des petits jeunes et tu sors ton bouquin. Mais donc, tu vois, en prépub, c'est du 400 pages, les trucs, c'est des pavés. Et tu le sors à 2 euros, t'inquiète, je pense qu'il y a un potentiel. Je pense que c'est le prix, c'est la démarche du truc. Tu vois, en France, on a ce culte du bel objet et tout. La prépub, au Japon, c'est un journal. C'est notre culture du journal. C'est, mec, tu le lis, ils l'ont payé 1 euro là-bas, ils le laissent sur le banc. Personne n'a tenté ce genre de démarche. Peut-être qu'avec cette démarche, il y aurait peut-être quelque chose. Je sais pas, tu vois, je suis pas devin. Il y avait eu. Moi, ça me plairait bien en tout cas. Ça serait il y avait le eu gros kiff. Ankama qui avait fait Akiba. Akiba, ouais, mais c'était cher. Ça restait cher, ouais. C'est Ça sûr, restait très cher. C'était 5-6 euros. Ouais. Donc même là, tu vois, il faut vraiment, quand je dis 2 euros, c'est pas un chiffre au pif. C'est tu veux sortir ton prépub, tu sors 400 pages de français à 2 euros. Et tu verras que les gens y suivront. Allez, on lance l'appel aux éditeurs. Bien dit, très bien. C'est ça, voilà, le mot de la fin, il nous faut un magazine de prépublication à 2 euros pour la prochaine génération. Et au Japon, c'est ça. Moi, ça me plaît. Très bien. On est arrivé au bout de cette rencontre. J'aimerais que vous applaudissiez ces 5 valeureux mangaka, s'il vous plaît. Et on vous remercie beaucoup pour votre attention, votre présence aujourd'hui. Et puis suivez-les tous très attentivement. Merci beaucoup. Au revoir. Merci à toi. Merci. Merci à tous.